m'appelle Charlotte, je suis guadeloupéenne, j'ai 29 ans. Je suis styliste modéliste dans la vie et j'ai créé Mangeuse d'herbe, un Insta food végétalien. Quand on est vegan, donc on refuse dans plusieurs domaines de nos vies, aussi l'exploitation animale, donc pas seulement l'aspect plant-based, la nourriture, etc., mais aussi dans les vêtements, dans les cosmétiques. Parfois les cosmétiques peuvent contenir des produits animaux et sont testés sur les animaux, donc tout ça c'est voilà, faire des choix de consommateurs, on va dire, plus éclairés ou en tout cas plus en harmonie avec nos convictions, mais sur vraiment tous les aspects de nos vies, quoi. Voilà. Très souvent, justement, j'entends des personnes racisées me dire oui, mais ça c'est un truc de blanc, nous c'est comme ça qu'on fait chez nous, etc. Enfin, je pense même moi-même avoir porté ce type de discours. Faut savoir que le véganisme, on va dire qu'à la base c'est loin d'être blanc. Il faut quand même se rappeler que avant qu'il y ait un peu tout ce destructeur, usurpateur colon, il y avait quand même une base et une spiritualité qui était, on va dire, commune à beaucoup de peuples, en tout cas un noyau dur. Et on peut même remonter en Égypte antique et voir que ces personnes-là pratiquaient un véganisme religieux et que carrément, par exemple, la déesse Maat, alors on appelle ça déesse ici, mais bon, en tout cas, la déesse Maat, qui est donc la déesse de la justice, etc., il y avait carrément un rapport où quand l'animal mourait, si jamais il avait été tué par quelqu'un pour le consommer sans l'aval du pharaon, ou même qui est vraiment une raison, on va dire, il pouvait carrément en rendre des comptes, demander des comptes au pharaon et par la déesse Maat, etc. Donc vraiment, les animaux avaient vraiment une parole et clairement, il y a toute une réappropriation et je trouve que c'est hyper intéressant que par la nourriture, on arrive à une réappropriation et une revalorisation de la spiritualité authentique. On peut retrouver le véganisme dans d'autres mouvements révolutionnaires, notamment les Rastas, le rastafarisme qui justement, de par leur religion, s'inspire, on va dire, de la Bible, de quelques phrases pour en faire quelque chose à eux. Et surtout, ils pratiquent quelque chose qui est de l'ordre de l'alimentation, qui est le régime Haytal. Haytal, c'est vital, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on mange tout ce qui vient de la terre, on essaie le moins possible de faire du mal à la création, justement. On est vraiment dans le respect de l'équilibre. Il faut savoir que c'est intéressant aussi que des personnes qui sont quand même à la racine d'un mouvement panafricaniste, justement Marcus Garvey, revenir sur les terres, revaloriser un savoir, etc., essayer de revivre tout ça, et bien Patrick pratique ce type d'alimentation. Ce n'est pas anodin. J'ai pas toujours été végane. J'ai vraiment eu une éducation traditionnelle antillaise à manger vraiment de tout, comme on dit. J'étais déjà depuis bien 10 ans afroféministe. Et bien lors d'un rassemblement, j'ai rencontré une autre fille qui s'appelle Charlotte, qui est guadeloupéenne camerounaise, avec qui on a vraiment eu un petit crush amical. Et je me rends compte qu'elle ne mange pas la même chose que moi. Donc je l'interroge, je me dis oui, pourquoi tu ne manges pas ça, t'as pas faim? Ah non, mais moi je suis végane. En plus elle a vraiment une manière de parler un peu désagréable quand elle s'y met, mais voilà, c'est vraiment, on sent vraiment la fille qui veut pas faire d'efforts. Et donc je lui dis ah oui, mais pourquoi, ça vient d'où? Elle dit non mais c'est pour que je te raconte juste l'histoire et que tu fasses ah oui bravo et puis que tu continues à manger les animaux, ça m'intéresse pas de t'en dire plus. Moi, clairement, c'est absolument pas ce qu'il faut me faire pour me faire lâcher l'affaire. Au contraire, je fais ah, d'accord. Elle m'avait aussi gentiment fait la réflexion de je ne lutte pas pour la cause des Noirs ou pour l'Afrique, sa souveraineté, le rayonnement, etc. Tout en l'empoisonnant avec des poulets KFC, quoi.
Donc moi, je n'étais absolument pas au courant de ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de m'avoir piqué au niveau de l'ego et même au niveau de la curiosité. Et donc là, j'ai entamé ma nuit de l'horreur, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire une nuit où j'ai quand même passé en revue des documentaires, en partant, on va dire, comme point de départ, comme premier levier de la cause raciale, tout simplement, l'aspect racial. Comment est-ce que justement la nourriture a été une manière en fait d'asservir des peuples, voilà, comme en leur faisant perdre leur capacité à prendre soin d'eux, leur connaître des coiffures qui étaient des marqueurs sociaux, voilà, défoncer leur spiritualité, voilà, leur enlever leur nom. Et à partir de la nourriture, on défonce aussi beaucoup de choses, et surtout quand ce sont des personnes qui ne sont pas du tout habituées à manger ça, c'est carrément un lavage de cerveau par le ventre, quoi. C'est-à-dire que ça a vraiment créé un réveil extrêmement fort. Alors moi, de base, je suis quelqu'un de hyper radical. Donc, voilà, si ça vient à mon cerveau, ça connecte, ça y est, c'est fini. Donc, pour le coup, comment est-ce que j'ai fait ma transition? Je n'en ai pas fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait ma nuit de l'horreur et puis après, j'ai stoppé, quoi, tout simplement. Comment ça s'est passé? J'allais faire mes courses et au lieu de prendre ça, je prenais ça. Voilà. Mais franchement, pour moi, ça n'a vraiment pas été difficile. Je comprends que pour certaines personnes, ça peut être super difficile. Et même pour des raisons, on va dire, scientifiques d'addiction carrément. Parce que la nourriture carnée nous rend addicts en fait à des... parce que de toute façon, c'est plus très naturel. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en veux plus, j'arrive pas à passer à autre chose, ou est-ce que justement, quand le corps se sent aussi drogué, est-ce que c'est pas quand c'est quelque chose de assez nocif, quand il est dans cet état? Voilà. De toute façon, on le voit souvent avec tout ce qui peut être coca. J'ai des copines qui n'arrivent pas à stopper le coca, des choses comme ça. Et elles me disent non mais je ressens quoi, je suis, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, coca-colique ou je sais plus. Voilà, vraiment on entend de tout aujourd'hui. Le véganisme et l'antiracisme. Alors je pense que déjà grâce à l'afroféminisme, ça m'a permis de savoir créer des liens, parce que l'afroféminisme est intersectionnel. En compte le fait qu'on puisse être une femme noire, musulmane, non valide. Donc ça lie déjà, c'est déjà un système de pensée qui unit plusieurs causes. Et grâce à l'afroféminisme, j'ai aussi découvert des véganes afro-féministes telles que Angela Davis. Justement, cette lutte au niveau humain, elle concerne de fou justement ces personnes-là qui sont interloquées par tant de souffrances humaines, parce que dans la chaîne d'exploitation animale, le sort des humains est extrêmement aggravante. Il faut savoir que voilà, par rapport aux chaînes de pêche, ça crée aussi de l'esclavage humain par rapport... que ce soit la forêt Amazonie, l'Éthiopie en feu, tout ce qui peut être les autochtones d'Australie, voilà, qui sont littéralement en train de suffoquer et d'être défoncés parce que nous, on ne veut pas dire non, on ne veut pas faire un choix, on ne veut pas se restreindre. Donc bien sûr que en fait, c'est quelque chose qui nous paraît toujours très hiérarchisé ou très différent, mais en fin de compte tout ça c'est très très lié. Et surtout je pense que ça fait aussi partie du modèle du système dans lequel on vit. On est toujours très très habitué à se battre que pour ce qui nous concerne. Et bien sûr, on va dire que quand on est une femme noire, on est concerné par pas mal de choses parce que niveau paillasson de la société, c'est un bon niveau. En fait, tous ces mots, c'est le résultat d'un système. Je pense que c'est sûr qu'il faut remettre de la valeur dans la vie, et surtout avec toute notre pensée moderne, notre manière de percevoir le vivant. Je pense que oui,
pour justement être vraiment conscient, se rappeler toujours de ce qu'une vie vaut, parce que comme vraiment on se dit que la vie des animaux, bah voilà, c'est fait pour nous alimenter, etc. Déjà aller à la rencontre de ces animaux, parce que je pense qu'on parle beaucoup de ces animaux, mais on est complètement déconnecté d'eux. Si on a vraiment l'habitude d'être au contact d'eux, eh bien, se rendre compte qu'ils ont une vie de famille, qu'ils ne servent pas à nous alimenter, vraiment ce côté utilitaire de l'animal. Souvent on m'a posé la question, mais à quoi ils servent alors? Mais à quoi toi tu sers? Pas grand chose. C'est-à-dire vraiment si on devait justifier l'existence d'une vie sur la planète par rapport à son utilité, je pense que les humains seraient vraiment en bas de la liste. Mais vraiment, voilà, essayer de penser surtout au-delà de sacraliser, arrêter de penser à l'utilité et surtout voir l'animal non plus comme une forme, un produit, mais, ou comme quelque chose, inconsommable, mais comme une vie à part entière qui mène sa vie. Ce que j'en pense, je pense que quand même il y a de plus en plus de marques qui se réveillent pour de vrai. La seule chose qui me dérange, c'est que pour eux, ils ne voient ça que comme un autre potentiel de consommateur et que c'est pas comme s'ils stoppaient les autres choses. Par exemple, il y a des marques de savon qui continuent à vendre des savons lait d'ânesse. Et puis à côté, qui te disent, oui, bah là c'est un savon de Marseille basique, donc voilà, gravé, c'est joli, il y a un packaging, ça donne envie, la lalou. Mais vous avez quand même le lait d'ânesse pour ceux qui... Alors ça déjà c'est des marques directes, ciao, c'est pas possible pour moi. Et c'est vrai que c'est des personnes qui brouillent un peu, je pense, la lutte et qui brouillent aussi les effets parce que c'est pas comme s'ils arrêtaient. Pour ceux qui ont envie d'arrêter, ils pourront, pour ceux qui ne veulent pas, et les marques qui s'alignent vraiment, je pense que c'est aussi des marques visionnaires qui se rendent compte que de toute manière, elles n'auront plus le choix à un moment donné. Juste par question de place, d'exploitation animale, au bout d'un moment, ils n'auront plus le choix. Et puis aussi parce que de plus en plus de personnes montrent qu'ils ont un pouvoir consommateur et qu'ils peuvent choisir de boycotter. Et le boycottage, c'est vraiment un des outils les plus forts qui existent, quoi, parce qu'aujourd'hui, tout est régi pratiquement par la consommation. Par rapport aux carences, ça c'est vraiment, je pense, la question que je préfère. Par rapport aux carences, faut déjà s'interroger sur la tête de nos pharmacies aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que la plupart des compléments alimentaires dont regorgent les pharmacies, c'est pas pour les véganes. Donc déjà, s'il y a autant de compléments alimentaires, si à chaque fois les gens se sont complémentés, la plupart des personnes anémiées sont des consommateurs d'animaux, en fer, etc. Le nombre de fois où j'entends ça, je ne connais pas beaucoup de véganes, j'en connais quelques-uns qui sont anémiés, parce qu'ils étaient anémiés en étant omnivores. Donc pour moi déjà cette question des carences, voilà, regardons déjà nos pharmacies, je pense qu'elles répondent très bien. À la question. Et on va dire que oui, il y a une chose qu'on ne peut pas prendre dans les produits animaux, qu'on peut prendre que dans les produits animaux, c'est la B12. Donc la B12, d'ailleurs, la plupart c'est méconnu, la plupart des omnivores ne savent même pas ce que c'est. C'est plus une bactérie qu'une vitamine, nous on l'appelle la vitamine, mais c'est B12. Et en fait, c'est vraiment une bactérie qui est essentielle à notre bon fonctionnement. C'est-à-dire que les personnes qui passent vegan, parfois, peuvent avoir des grosses anémies, vraiment des fourmillements, des gros coups de fatigue. Et le problème, ce qui est dangereux avec la B12, c'est quand on en manque, on ne remonte plus. Donc voilà, on ne peut pas recompenser. Donc il faut vraiment faire attention à son taux de B12. Et pourquoi? Alors là, on pourrait se dire, donc c'est donc l'argument pour dire pourquoi est-ce qu'il faut manger les animaux. Il faut savoir que la B12, on en trouve dans le lait, dans les produits animaux, voilà, pourquoi parce qu'ils sont eux-mêmes supplémentés.
parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire la manière de cultiver, voilà, vu qu'il faut que ça se développe dans de l'eau croupie, je sais pas quoi, etc. Et bien sûr que même quand on arrose nos légumes, etc., ils en sont dépourvus. Et il faut savoir que les animaux sont carrément supplémentés, juste qu'ils ne s'amusent pas à piquer des carottes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans les produits, dans les végétaux. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel de se supplémenter. Donc on va dire qu'on part du principe qu'au lieu de tuer un animal, de le consommer pour avoir sa B12 qui lui-même a été supplémenté, et on se supplémente. Voilà, on saute une case. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la seule carence vraiment très importante. Ensuite c'est important de faire, si vous avez peur des bilans sanguins, bien sûr que le véganisme n'assure pas forcément une pleine santé, parce que si vous mangez que des frites et du ketchup, ça reste vegan, et c'est pas pour autant, je pense, que vous aurez tout ce qu'il vous faut. On va dire qu'avec une alimentation équilibrée, variée, avec un apport de légumineuses, de céréales, il y a même des personnes qui arrivent à manger, à faire des cures de crues. Normalement, vous êtes censé manquer de rien, sauf si vous avez déjà des carences avant, quoi.